Bon, bonsoir à tous et à toutes. Je pense que vous avez déjà eu une conférence sur l'énergie. Elle a déjà eu lieu, cette conférence, ou pas? Une conférence faite par quelqu'un du conseil d'administration qui est à EDF. Vous avez déjà eu une information sur l'énergie globalement. Bon, donc on a dû vous parler des énergies renouvelables. Alors moi, je vais m'attarder sur deux énergies renouvelables particulières, celles dont on parle beaucoup en ce moment et qui sont les plus importantes parmi toutes les énergies renouvelables, à savoir l'éolien et l'effet photovoltaïque. Et alors, comment fait-on de l'électricité avec ces deux techniques-là? Alors la première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que l'électricité? L'électricité, c'est une forme particulière d'énergie. Bon, très bien. Et donc l'énergie, c'est quoi? Alors l'énergie, on a dû vous en parler. Alors en réalité, l'énergie, c'est quelque chose de compliqué. Et la meilleure preuve, c'est qu'il a fallu 40 ans de discussion au niveau des physiciens pour ceux qui se mettent d'accord sur une définition de l'énergie. Et c'est Max Planck qui avait donné cette définition. Moi, je dirais que, pour résumer de manière simple, l'énergie, c'est une grandeur multiforme qui permet de transformer le monde. Voilà. Alors, par exemple, ça permet de mettre en mouvement. C'est ce qu'on appelle le travail. Quand vous faites démarrer votre véhicule, eh bien, vous partez de l'état immobile à un état de mouvement. Il faut de l'énergie. Pour élever la température d'un corps, il faut de l'énergie sous forme de chaleur. Pour modifier la forme d'une structure, eh bien, il faut de l'énergie sous forme de chaleur et de travail. Pour changer l'état, quand vous voulez faire passer de l'état liquide à l'état vapeur, par exemple, dans une cocotte minute, eh bien, il faut de la chaleur, c'est donc de l'énergie. Et la matière elle-même est une forme d'énergie en vertu de la célèbre formule E égale mc2. Si on détruit une quantité m de masse, on récupère une quantité d'énergie mc2. Donc l'énergie, ça sert à transformer le monde. Mais la chose, je ne sais pas si on a insisté là-dessus lors de la précédente conférence, mais ce qu'il faut vraiment vous mettre dans la tête, c'est qu'il est impossible de créer de l'énergie. Alors j'insiste là-dessus parce que dans le langage courant, on utilise abusivement la terminologie de produire de l'énergie, consommer de l'énergie, avoir des énergies renouvelables. Ben, tout ça, c'est pas vrai physiquement parlant. On ne produit jamais d'énergie. On transforme une forme d'énergie en une autre forme d'énergie, mais on ne fabrique pas de l'énergie. C'est impossible. Personne n'arrivera jamais à produire de l'énergie. Personne ne l'a jamais fait, personne ne le fera jamais. Donc ça, c'est une chose dont il faut avoir vraiment conscience. Et l'énergie se conserve pour un système isolé. Alors ça, vous le savez, plus ou moins implicitement, parce que vous avez fait de la physique avant d'arriver là. Et on vous a dit, l'énergie se conserve pour un système isolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'énergie est constante dans un système isolé. La Terre, c'est quoi? C'est un système isolé. Donc l'énergie disponible sur la Terre est constante. Ah, eh bien oui. Et donc, il ne faut pas s'imaginer qu'on va pouvoir produire de l'énergie à foison en fonction de nos besoins. Ça, c'est pas vrai. La quantité d'énergie, elle est ce qu'elle est. On a un capital énergétique au niveau de la Terre et il faut faire avec. Alors, l'électricité, c'est donc une forme particulière d'énergie, je vous ai dit. Alors, la quantité d'électricité produite en France en 2020, c'était 500 TWh. Tera, ça veut dire 1000 milliards. Et parmi ces 500 TWh, il y en avait 382 qui étaient d'origine nucléaire, donc produits par les centrales nucléaires. Alors, je ne sais pas si on a évoqué ces énergies lors de la précédente conférence, mais donc je vous le signale. Bon, l'unité que vous connaissez, c'est le joule pour l'énergie. Mais l'unité dont on vous parle sur votre facture d'électricité, c'est le kilowattheure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un kilowattheure? Eh bien, c'est l'énergie d'un camion de 10 tonnes qui roule à 100 km à l'heure. Donc, c'est beaucoup. Un kilowattheure, c'est beaucoup d'énergie. Et 1 litre d'essence,
ça permet d'obtenir 10 kWh d'énergie. Donc, c'est un concentré extraordinaire d'énergie, l'essence. Parce qu'un litre, ce n'est pas beaucoup, et ça permet d'obtenir 10 kWh au niveau de l'énergie dont on va pouvoir disposer. Alors les phénomènes électriques, eh ben, on les a observés depuis la nuit des temps, avec les orages, mais on ne savait pas ce que c'était. Et donc les hommes, pendant longtemps, ont considéré que la foudre était un phénomène d'origine divine. Pour les Romains, c'était Jupiter qui était en colère. Alors hop, il balançait des éclairs. Chez les Grecs, c'était Zeus. Chez les Gaulois, c'était Taranis. Et pour les peuples scandinaves, c'était Thor. Bon, mais évidemment, on sait que ce n'est pas ça. Et le terme d'électricité vient du grec électron, avec un K, qui désigne l'ambre jaune, qui est une résine fossile qui possède des propriétés électrostatiques, c'est-à-dire on la frotte et ça attire des petits bouts de papier. Alors aujourd'hui, on sait très bien ce que c'est que l'électricité. On sait que c'est le déplacement de charges négatives dans un circuit. Mais pourtant, on continue sur les schémas électriques que vous faites à dire que le courant circule du plus vers le moins, c'est-à-dire le contraire de ce qui se passe en réalité. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est pour ne pas avoir... on n'a pas voulu détruire les livres qui existaient déjà et qui, eux, considéraient qu'on allait du plus vers le moins. Donc on a conservé cette convention de notation, sachant très bien qu'elle ne correspond pas à la réalité. Mais ça ne change rien au niveau des calculs. Alors au XVIIIe siècle, en 1750, Benjamin Franklin a identifié l'électricité naturelle en faisant voler un cerf-volant. Entre parenthèses, il était un peu kamikaze parce qu'il risquait de se faire foudroyer. Et il a inventé le paratonnerre. Donc on est au XVIIIe. Au XIXe, donc en 1800, Alessandro Volta invente la première pile électrique. C'est un empilement de disques de cuivre séparés par des tissus imbibés de vinaigre, de saumure. Toujours en ce début de 19e, Michael Faraday invente le moteur électrique. Encore au 19e, en 1868, on invente la dynamo, qui fonctionne en courant continu. C'est ce qui permet d'avoir la lumière sur votre vélo. En 1878, invention de la première ampoule électrique à incandescence par Edison et mise en route de la première centrale hydroélectrique en Suisse, à Saint-Maurice. Donc vous voyez que le 19e siècle est très riche en découvertes relatives à l'électricité. En 1879, premier train électrique qui transporte des voyageurs. C'est un train fabriqué par Siemens. En 1891, première ligne électrique haute tension, 25 000 volts, à 40 Hz de fréquence, ligne qui avait 175 km de longueur, qui reliait Laufen à Francfort. En 1892, à Heilbronn, en Allemagne, eh bien, c'est la première fois qu'on a le courant alternatif pour éclairer la ville. Avant, c'était les becs de gaz. Donc en 1892, donc fin du 19e, début de l'électrification d'une ville. Alors aujourd'hui, l'électricité est incontournable. On ne peut pas se passer d'électricité, vous le savez bien. Alors quelques exemples, pour l'éclairage, le chauffage, le transport, l'industrie, l'électroménager, la radio, la télé, le téléphone, l'informatique et j'en oublie. Donc c'est un vecteur d'énergie très très important, l'électricité. Et on peut la produire à partir de toutes les sources d'énergie, que ce soit le pétrole, le gaz, etc. On peut produire cette électricité soit de façon centralisée, par exemple avec une centrale nucléaire, soit de façon plus locale. Et c'est quand même magique parce qu'il suffit d'avoir 2 fils électriques pour acheminer l'électricité d'un point à un autre. C'est quand même pas compliqué et c'est quand même extraordinaire. Et c'est tellement magique que pendant longtemps on a parlé de la fée électricité. Et à l'occasion de l'exposition universelle de Paris de 1937, Raoul Dufy avait réalisé ce tableau pour symboliser la fée électricité.
Alors au niveau mondial, donc c'est un chiffre qui date de 2019, on a consommé en électricité donc 3265 kWh par habitant, ce qui représente 20% de l'énergie totale primaire consommée au niveau de la planète. Et la production d'électricité pour la France en 2020, c'était 500 TWh, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et on consomme un peu moins chaque année parce qu'on fait des économies, parce qu'on met en place des ampoules LED plutôt que des ampoules à incandescence. D'ailleurs, c'est interdit maintenant de vendre des ampoules à incandescence, ça ne se trouve plus. On isole davantage, etc. Donc, au niveau national, on va vers une diminution de la consommation d'électricité, donc diminution également de la production, puisqu'il faut adapter en permanence la production à la consommation pour que ça marche. Alors, comment on produit de l'électricité? Alors, il y a différentes façons. On fait tourner un alternateur qui est entraîné par une turbine. Alors ça, on peut l'obtenir de différentes façons, soit par une chute d'eau, c'est un barrage, donc qui fait tourner directement la turbine et puis derrière on a couplé avec l'alternateur. Soit on utilise de la vapeur d'eau qui a été obtenue en chauffant donc. Alors soit avec du gaz, du charbon, du fioul, des combustibles nucléaires. Une centrale nucléaire, c'est une centrale thermique en fait. Et avec le soleil, il existe des centrales solaires thermiques. Et puis le vent qui permet de faire tourner directement l'alternateur qui est derrière l'hélice. Et puis, autre moyen, l'effet photoélectrique, où là, on transforme directement la lumière du soleil en électricité. Alors, je vais détailler les deux derniers points. Donc, le vent. Alors, le vent, les anciens disaient que c'était le dieu Éole qui régissait les vents. Et on a utilisé le vent, ça fait très très longtemps, puisque 5 siècles avant Jésus-Christ, déjà, le vent était utilisé pour les moulins à vent et pour la navigation à voile. Donc les Égyptiens savaient parfaitement exploiter cette source d'énergie. Aujourd'hui, on parle d'éoliennes, donc des espèces de grands moulins à vent à 3 pales. Alors une éolienne a pour fonction de transformer l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique qui sera ensuite transformée en énergie électrique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la puissance électrique obtenue est proportionnelle au cube de la vitesse du vent. Alors ça c'est important parce que ça veut dire que si on multiplie par 2 la vitesse du vent, on multiplie par 8 l'énergie produite, 2 au cube. Mais ça marche dans certaines limites de vitesse de vent. La plage d'optimisation, c'est entre 50 et 90 km à l'heure. Si ça souffle pas assez, ça tourne pas assez, donc ça vaut pas le coup. Et si ça souffle trop fort, eh ben, c'est trop dangereux, et donc on arrête l'éolienne. Alors à titre d'exemple, une éolienne qui est garantie pour 750 kW puissance installée, on parle comme ça, on dit comme ça. Ça veut dire qu'on obtiendra effectivement les 750 kW pour un vent de 54 km à l'heure. Mais si le vent n'est que de 18 km à l'heure, on n'obtiendra plus que 28 kW. Donc, diviser la vitesse du vent par 2, ça ne divise pas la puissance obtenue par 2, mais ça la divise par 8. Alors, une éolienne, comment c'est fait? Alors, c'est constitué par un mât. Donc, si ma souris veut bien se mettre, voilà, le mât ici, qui supporte le rotor à sa cime. Voilà. Alors, ce mât, il est soit en acier, soit en béton. Et dans le rotor, on a toute la partie électronique de l'installation. Ensuite, on a une nacelle qui s'oriente pour être face au vent. Et puis, on a le rotor sur lequel sont fixées les pales, en général 3. Et la plus grande éolienne à l'heure actuelle au monde,
a été construite en 2017 par les Anglais. Elle mesure 187 mètres de haut, c'est-à-dire entre là et le haut de la pale ici, il y a 187 mètres. Et elle permet d'avoir 9,5 mégawatts de puissance électrique. 187 mètres, c'est beaucoup, hein. Alors, dans le détail, voilà comment c'est fait une éolienne. Alors ça, c'est l'exemple d'une éolienne sans pieux, c'est-à-dire sur terre, parce que si c'est une éolienne offshore, il faut aller chercher la terre au fond, donc il faut des pieux en plus de ce que je dis là. Donc là, il faut une base, qui est donc un cylindre en béton, donc ça c'est pour une éolienne de 2 MW. Alors le diamètre est entre 14 et 20 mètres, donc ça fait quand même un beau cylindre. La hauteur de béton, là, c'est entre 2,50 m et 4 mètres. 2,50 m, c'est la hauteur du plafond de votre piole. Donc c'est quand même pas mal, hein, que du béton, hein, mais ça peut aller jusqu'à 4 mètres. Et il faut donc entre 250 et 400 mètres cubes de béton pour fabriquer ce truc-là. Alors sur cette base, on met un mât. Alors voilà un exemple. Le mât, il fait donc une centaine de mètres de haut. Donc il est formé de plusieurs morceaux, en général 3. Donc ça, c'est un mât qui au total fera 100 mètres. Et donc il est en plusieurs morceaux. Et ça pèse 300 tonnes. Donc le pied pèse 300 tonnes. Au bout du pied, on met la nacelle. Alors la nacelle aussi, c'est un truc quand même assez monstrueux. C'est transporté par un tracteur particulier. Ils appellent ça une chenille. Ça pèse 70 tonnes. Et puis au bout de cette nacelle, on met le rotor. Ça pèse 40 tonnes. Et on met le noyau des pales. Et donc, vous voyez la taille d'un enfant d'une dizaine d'années pour vous donner une idée des dimensions de cet engin. Et puis, les pales. Alors, le problème des pales, c'est que c'est fait d'un seul tenant. Et donc, elles ne sont pas fabriquées sur place, évidemment. Donc, ça pose le problème de l'acheminement de ce type d'installation. Quand vous avez une pale qui fait 40 mètres de long, eh ben, il faut prendre les tournants et donc ça ne peut pas prendre n'importe quelle route, quoi. Et il y a même certains sites, par exemple en Haute-Loire, ici, pas loin d'ici, il y a un site qui s'appelle le plateau d'Ali où ils ont mis des éoliennes. Il a fallu créer les routes pour assurer le transport des pales parce que c'était des routes trop sinueuses et ça ne passait pas. Donc il faut des infrastructures. Alors voilà justement. Ça, c'est pourquoi je vous montre cette photo, c'est parce que le hasard a voulu que je sois sur la route le jour où ça s'est produit. Voilà. Et donc, ils allaient justement au plateau d'Ali. C'était le moment où on construisait les éoliennes de là-bas. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le gars, il a mordu un peu sur le bas-côté. Et voilà, ça fait que ça a bloqué la circulation pendant un certain temps parce qu'il a fallu aller chercher une grue spéciale parce que ça pèse quand même 300 tonnes. Alors évidemment, c'est pas facile à sortir. Et alors une fois qu'on a réussi à tout assembler, voilà à quoi ça ressemble. Vous le savez très bien, vous en avez certainement déjà vu. Alors une éolienne, ça marche pas n'importe comment. Si j'envisage une éolienne dont le rotor fait 80 mètres de diamètre, ça veut dire que chaque pale fait à peu près 40 mètres. Il faut, pour que ça marche, il faut que les éoliennes soient à une certaine distance l'une de l'autre, parce que si elles sont trop près, elles sont dans le tourbillon de celle qui est derrière, et donc ça ne va pas. Donc il faut 6 diamètres de distance entre deux machines. Alors si on envisage de mettre les éoliennes en ligne droite, il faut les espacer de 6 diamètres. Et pour vous donner une idée de ce que ça pose comme problème, si on a 1000 éoliennes en ligne droite, il faut 500 km. Alors, ça ne se produit pas parce qu'on n'a jamais 500 km d'éoliennes en ligne droite. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des contraintes qu'il faut respecter. Alors actuellement, en France, on a à peu près 8000 éoliennes.
Et le plan gouvernemental par rapport aux énergies renouvelables prévoit qu'il faut en construire 12 000 d'ici 2028. Aujourd'hui, donc en 2022, l'éolien fournit 4,5% de l'électricité française. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Alors voilà la plus grande éolienne offshore, donc en pleine mer. C'est les Belges qui ont fait ça. Une pale mesure 73,50 mètres. 73,50 mètres. Donc c'est ce que je vous disais, il faut l'acheminer par la route. Vous imaginez un convoi qui fait 60 plus le tracteur, ça fait du 80 mètres. Ouais, bon ben ils y sont arrivés. Alors le rotor fait 150 mètres, évidemment, puisqu'il y a 3 pales. Le mât fait 78 mètres de haut. Sous l'eau, c'est ancré à 60 mètres de profondeur. Et ça pèse 1500 tonnes. Et ça permet de fournir 6 mégawatts d'électricité. Alors en chiffres, l'éolien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça revient à 1 000 € le kilowatt. La durée de vie est estimée à 20 ans et ça permet d'obtenir un courant alternatif de 690 volts à la sortie de l'éolienne, mais la fréquence de ce courant dépend de la vitesse de rotation des pales. Donc ça ne nous va pas parce que vous savez que nous, il nous faut du 50 Hz. Et 50 Hz à 5% près. Donc pour éviter les problèmes, eh bien, on transforme ce courant alternatif dans la fréquence et je ne sais pas quoi en courant continu. Puis après, on le transformera en courant alternatif avec la bonne fréquence, c'est-à-dire 50 plus ou moins 0,05. Et puis, on élève ce courant à 20 000 volts pour l'injecter sur le réseau, puisque vous savez qu'il faut élever la tension pour diminuer les pertes par effet Joule dans les lignes. Alors voilà, ça c'est le parc d'Ally dont je vous parlais, qui est en Haute-Loire. Si vous avez des vacances, c'est pas très loin, c'est à un peu plus d'1 heure de route d'ici. Bon, alors effectivement, c'est spectaculaire parce que c'est des éoliennes qui font 120 mètres de haut. Il y en a 26 et elles donnent chacune 1,5 MW. Il faut prendre conscience que l'énergie qu'on récupère avec une éolienne, à l'heure actuelle, les éoliennes classiques, je dirais, l'ordre de grandeur, c'est 2 MW la puissance. Donc, ce n'est pas extraordinaire par rapport à un réacteur nucléaire, c'est clair. Alors, le problème des éoliennes, c'est qu'il n'y a pas du vent tout le temps. Donc, c'est intermittent. Et donc, on introduit ce qu'on appelle le facteur de charge, c'est-à-dire qu'en réalité, on obtient une énergie qui est égale à 20% de celle qui est prévue. On vous parle d'une éolienne qui fait 2 MW. Eh bien non, vous n'obtiendrez pas 2 MW, vous obtiendrez 20% de 2 MW parce que, en moyenne, quoi. Parce qu'il y a des jours où il n'y a pas de vent du tout, alors là c'est 0. Et puis il y a des jours où ça ne tourne pas beaucoup, donc c'est pas beaucoup. Et puis il y a des jours où ça souffle trop, alors on l'arrête. Donc l'éolien, c'est ce qu'on appelle un système fatal, c'est-à-dire ce n'est pas nous qui avons la maîtrise de la production, c'est la nature. On ne peut rien contre le vent. Et par conséquent, l'éolien ne nous permet pas d'adapter la production à la consommation. C'est impossible d'assurer l'égalité entre production et consommation. Or, c'est ce dont on a besoin. Là, si on a de la lumière dans cet amphi, c'est parce que EDF fabrique une quantité d'électricité qui est égale à celle qu'on consomme ici tout de suite. Bon, donc ça, c'est impossible à faire avec de l'éolien. Donc, il y a des moments où il va faire beaucoup de vent et où on n'aura pas besoin de courant. Ah oui, mais ça, on ne sait pas stocker le courant. On ne sait pas stocker l'électricité.
Alors donc c'est un vrai problème. Il faudrait arriver à le stocker, ce courant qui est produit à un moment où on n'en a pas besoin, pour pouvoir le récupérer après. Alors on a bien quelques astuces dont je vais vous parler plus tard, mais c'est pas génial quand même. Alors on compte sur vous pour trouver des solutions. Voilà un exemple. Ça c'est ce qui s'est produit en 2016 entre le mois de janvier et le mois de décembre de l'année 2016. En rouge, là, c'est la puissance installée, c'est-à-dire que c'est la puissance qu'on était censé récupérer de la part des éoliennes existantes à l'époque. Et en réalité, qu'est-ce qu'on a obtenu? Eh bien, on a obtenu ce qui est en vert. Alors, vous voyez que c'est donc n'importe quoi, ça varie énormément, et ça varie, c'était en septembre, la fois où ça a donné le moins, ça a donné 34. Et là où ça a donné le plus, c'était en novembre, ça a donné 8632. Donc ça veut dire que la production d'électricité par ce moyen varie entre 34 et 8632 mégawatts. Eh bien oui, eh ben, il y a un facteur 254 entre les deux. Ah ouais, alors ça ne va pas du tout pour fournir l'électricité qui est demandée par les consommateurs derrière. Donc il faut faire avec parce qu'on ne maîtrise pas le vent. Donc c'est une limitation de l'éolien. Alors voilà un autre exemple. Alors ne vous laissez pas abuser par ce graphique. En bleu, c'est la consommation d'électricité. Donc c'était au mois de janvier. Non, c'était pas au mois de janvier, c'était quand? Si, c'était au mois de janvier. Mais la consommation, donc en bleu, c'est l'échelle de gauche qui est 100 fois plus grande que l'échelle de droite. Donc ici, vous voyez, ici c'est 50 000, ici, pardon, alors qu'ici c'est 500. Et en rouge, donc c'est ce qui a été produit par l'éolien. Et bien, vous voyez bien que il faut pas, donc en d'autres termes, ce pic-là, il ne faut pas vous imaginer que c'était presque la quantité d'électricité consommée qui est là. Oui, non, mais il faut la multiplier par 100, celle-là, hein, la bleue. Elle est 100 fois plus haut, puisque l'échelle n'est pas la même. Et donc là, on voit très très bien qu'il y a des fois où on a obtenu quasiment rien, quoi. Eh bien oui, eh ben, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité par éolien. Eh bien, si vous voulez regarder la télé, il faut pédaler, quoi. Eh bien oui. Et donc, c'est quand même limitant. Alors, ordre de grandeur, pour résumer un petit peu ça, une éolienne de 2 MW, c'est ce que je vous le disais tout à l'heure, c'est la puissance moyenne des éoliennes à l'heure actuelle. Donc, c'est ce qu'on appelle la puissance nominale. En réalité, on obtiendra 0,4 MW à cause du facteur de charge qui est 20%. C'est-à-dire qu'on n'obtient que 20% de ce qui est annoncé. Alors, à titre de comparaison, un réacteur nucléaire de ceux qui existent à l'heure actuelle, les réacteurs à eau pressurisée, REP, de 1200 MW, en réalité, il a un facteur de charge, lui, qui est de 70%, donc il nous fournit 840 et non pas 1200. Mais quand même, avec un réacteur nucléaire, on a 840 MW, avec une éolienne, on a 0,4. Donc combien il faut d'éoliennes pour avoir la même quantité d'électricité qu'un réacteur nucléaire? 2100. Ah ouais, 2100 éoliennes pour avoir la quantité d'électricité qu'on obtient avec un seul réacteur. Oui, ça c'est de la physique, hein. On ne peut pas faire autrement. Donc oui, on peut faire de l'électricité avec l'éolien, mais avec les limitations qui sont celles de l'éolien. Et puis de temps en temps, il y a des bavures, comme ça par exemple. Donc ça c'était l'éolien. Alors le soleil, à la différence de l'éolien, c'est que du soleil, il y en a partout. Du vent, il n'y en a pas partout. Du soleil, il y en a partout. Plus ou moins, mais il y en a partout. Alors, le soleil, on peut l'utiliser de deux manières. Du point de vue thermique, c'est-à-dire la chaleur qu'il donne.
Alors, selon les régions, en France, on a entre 350 et 800 kWh par mètre carré et par an d'énergie fournie par le soleil. Et ça permettrait donc, d'après les gens de l'ADEME, d'assurer 40 à 70% des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire. Alors le solaire thermique, ça permet de faire de l'électricité donc dans ce qu'on appelle les centrales solaires thermodynamiques. Le principe, c'est qu'on chauffe un fluide caloporteur qui sert à actionner une turbine, donc ça chauffe de l'eau sous forme de vapeur qui entraîne une turbine, qui entraîne un alternateur. OK. Alors, centrale thermique, ça existe. Alors, il y en a eu une en France, à Font-Romeu. Elle a été fermée parce qu'elle n'était pas rentable. Le principe, c'est quoi? C'est un champ, on dit héliostat, c'est-à-dire des miroirs. Donc là, à l'heure actuelle, il y en a une en Espagne qui fonctionne à côté de Séville. Il y a 2650 miroirs qui sont là et qui donc reçoivent la lumière du soleil et renvoient cette lumière en haut d'une tour dans laquelle il y a une grosse marmite, dans laquelle il y a du sel fondu. Ça fait fondre ce sel qui communique sa chaleur à de l'eau, qui se transforme en vapeur, qui actionne une turbine, et voilà, on fait tourner l'alternateur, ça fait du courant. Cette installation à Séville permet d'avoir pratiquement 20 mégawatts électriques, c'est-à-dire un peu plus d'1% de ce que donne un réacteur de 1650 mégawatts. Ah ouais, 1%, pas plus? Ben oui. Et le coût d'une telle installation, c'est 171 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près 11% du prix d'un réacteur nucléaire. Et donc vous voyez qu'entre les deux, il y a un facteur 10. Ça veut dire que le thermique solaire est 10 fois moins performant que le nucléaire, puisqu'on obtient 10 fois moins. Donc ce qui veut dire qu'à la sortie, ça coûtera 10 fois plus cher au niveau du prix du kilowattheure. Alors il y a des installations qui existent, parce qu'il y a des pays où ça vaut le coup parce qu'il y a beaucoup de soleil. Alors les installations, c'est un miroir parabolique au foyer duquel il y a un tube dans lequel circule un fluide caloporteur. Les rayons du soleil sont envoyés au foyer, donc ça chauffe le tube dans lequel circule le fluide caloporteur. C'est de l'huile qui est portée à 400 degrés. Et après, cette huile sert à chauffer de l'eau qui se transforme en vapeur et c'est le cycle classique. Alors voilà un exemple d'installation à Hawaï où ça existe. Donc ça marche parce qu'il y a beaucoup de soleil et ça vaut le coup. Alors, centrale électrique solaire, thermique, hein, c'est pas du photovoltaïque ça. Hein. Alors actuellement, au niveau mondial, ça assure 0,04% de l'électricité mondiale, donc c'est rien quoi, epsilon. Le prix du kilowattheure obtenu par ce processus varie entre 0,17 et 0,34 dollars contre 0,082 pour le prix du kilowattheure électrique conventionnel. Donc c'est beaucoup plus cher. Alors pourtant, ça vaut le coup dans des pays très très ensoleillés comme l'Espagne, le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, certains États des États-Unis. Et d'après mes informations, la Chine possède 3 centrales électriques solaires thermiques, possédées en 2018. Alors peut-être qu'ils en ont fait d'autres depuis, j'en sais rien. Alors maintenant, deuxième utilisation du soleil, le photovoltaïque, c'est-à-dire je transforme directement l'énergie solaire en électricité grâce à des capteurs photovoltaïques que vous connaissez, on en voit sur les toits, ça ressemble à ça. Le principe, très rapidement, c'est donc un semi-conducteur dans lequel la lumière entraîne la migration des électrons d'un côté à l'autre, et donc on récupère ces électrons, ça fait donc un courant qui permet de faire ce qu'on veut avec. Alors, un panneau photovoltaïque, c'est formé
d'un assemblage de cellules photovoltaïques. Une cellule, ça délivre 0,8 volts et 1 watt crête. C, ça veut dire crête. Et on les monte en série pour avoir une tension plus importante de 12 ou de 24 volts avec une énergie de 50 watts crête. Et en montant plusieurs panneaux, ça c'est un panneau qui est formé de plusieurs cellules, hein. Donc ça c'est la cellule, ça c'est le panneau. Si j'associe plusieurs panneaux, eh bien je vais avoir la possibilité d'obtenir une tension plus importante. Alors un panneau photovoltaïque, eh bien, ça a la forme d'un rectangle parallélépipédique, rigide, qui fait quelques centimètres d'épaisseur et à 1 mètre carré de surface, et ça pèse à peu près 20 kg. Les panneaux les plus courants permettent de donner une puissance crête de 40 à 180 watts. Alors la plupart des panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire 90%, sont faits à base de silicium. Alors il y a 3 technologies essentielles. Le silicium monocristallin. Donc là, on a encapsulé des cristaux de silicium dans une enveloppe en verre ou en plastique, et ça permet d'avoir un rendement entre 12 et 20%. Bon, c'est pas terrible, mais bon, c'est comme ça. C'est cher, et le rendement diminue avec l'échauffement. Or, comme ça fonctionne avec le soleil, eh ben, ça chauffe évidemment, et donc le rendement diminue au fur et à mesure que le temps passe. La deuxième technologie, le silicium polycristallin, c'est donc des polycristaux de silicium. C'est une technologie qui est moins chère que la précédente, mais le rendement est moins bon. On ne dépasse pas les 15%. Et puis enfin le silicium amorphe, qui permet de réaliser des bandes souples, adaptables. Donc par exemple, c'est ce qu'on a dans les calculettes. Mais l'idée, là, c'est d'avoir des systèmes qui pourraient être plaqués sur un mur en épousant les formes diverses au niveau de l'architecture. Et ça permettrait d'avoir de l'électricité. Le problème, c'est que le rendement n'est pas bon, moins de 10%. Alors, on travaille aussi maintenant avec des modules en tellure de cadmium, en couche mince, sur une couche de verre. Alors, c'est moins cher à fabriquer que ce qu'on fabrique avec le silicium, mais le rendement est vraiment pas bon. Et en plus, c'est des matériaux toxiques. Bon, donc il y a des contraintes quand même, hein. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, de ce fait, le kilowattheure obtenu par le photovoltaïque est plus cher. L'ordre de grandeur, c'est 10 centimes d'euros si vous raccordez votre installation au réseau, c'est-à-dire si vous vendez votre courant à EDF, parce que si vous décidez de le garder pour vous, ça veut dire qu'il va falloir que votre installation comporte des batteries de stockage. Donc vous multipliez le prix de votre installation par 2. Donc au lieu que ça vous coûte 15 000 euros, ça coûte 30 000. Et vous ne rentrerez jamais dans vos frais. C'est-à-dire que vous n'allez jamais amortir le coût de l'installation. Donc c'est une contrainte pour l'instant dans l'état actuel des technologies. Et alors à titre de comparaison, le kilowattheure obtenu à partir du gaz ou du nucléaire, c'est 2,5 centimes d'euros contre 10 avec le photovoltaïque. Alors le coût d'une installation de 25 mètres carrés, c'est de l'ordre de grandeur, c'est 12 000 euros. Hein. Et donc c'est ce que je vous disais, multiplié par 2 si vous souhaitez fonctionner en autarcie. Moi je ne vous le conseille pas parce que ce n'est pas la bonne idée. Déjà il vous faut une pièce entière pour mettre vos batteries. Les batteries elles coûtent 12 000 euros. Et elles durent à peu près la même chose que la batterie de votre voiture, donc entre 7 et 10 ans. Et après, il faut les changer. Et donc, problème, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elles sont plus efficaces? On les met à la poubelle? Ah ouais? Non, pas tout à fait. Donc, c'est pas facile. Et donc, ce système des capteurs photovoltaïques
on peut le rentabiliser entre 9 et 14 ans, selon la région où on habite, à condition de revendre son électricité, parce que si vous voulez, pour inciter ce type d'installation, EDF rachète l'électricité que vous produisez plus cher qu'elle ne vous la vend. Donc ça vaut le coup de fabriquer son électricité comment plus cher à EDF pour ensuite racheter la même quantité à EDF qui nous la vend moins cher. Mais ça, c'est de moins en moins vrai parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a de plus en plus d'installations photovoltaïques sur les toits et le prix de rachat par EDF diminue. Bon, alors évidemment, la rentabilité de l'opération dépend de la région dans laquelle on est. Par exemple, 10 mètres carrés de capteur, ça permet d'obtenir 850 kWh dans le nord de la France, alors que ça va permettre d'en obtenir 1450 au sud, parce qu'évidemment, il y a plus de soleil. Alors, c'est pas génial, et on peut espérer des améliorations, c'est-à-dire améliorer les rendements de ces types de capteurs. On fait des recherches à l'heure actuelle pour essayer de mettre au point des capteurs qui sont sensibles à l'ensemble du spectre solaire. En réalité, tout de suite, les capteurs dont on dispose sur le marché ne sont sensibles qu'à une certaine zone de longueur d'onde. Donc, ça veut dire que ce n'est pas toutes les couleurs, si vous voulez, de la lumière solaire qui sont actives. Donc, on réfléchit à est-ce qu'il y aurait des matériaux qui seraient sensibles dans les autres longueurs d'onde. On réfléchit à de nouveaux matériaux, donc. On réfléchit aussi à de nouvelles méthodes d'élaboration qui seraient moins onéreuses au niveau industriel. Et il y a des recherches aussi pour concentrer la lumière sur les cellules pour améliorer le rendement. Bon, donc tout ça, c'est au niveau des recherches qui sont menées à l'heure actuelle. Alors, ça c'était le premier inconvénient du photovoltaïque. Le deuxième inconvénient, c'est le même que l'éolien, c'est-à-dire que l'intermittence, il fait nuit régulièrement. Ah oui. Et à ce moment-là, il n'y a pas de courant, parce qu'il n'y a pas de rayonnement sur les capteurs. Et donc, ça veut dire qu'il faut envisager, si vous décidez d'être en autonomie dans votre maison, il faut obligatoirement avoir des batteries que vous allez charger dans la journée quand il fait soleil pour pouvoir regarder la télé le soir quand il ferait nuit. Sinon, vous êtes marron. Oui, d'accord, mais les accumulateurs, c'est pas génial. Au niveau rendement de stockage d'électricité, on fait avec parce qu'on ne sait pas faire mieux. Mais ce n'est pas une technique très, très efficace au niveau de la rentabilité énergétique. C'est un matériau qui s'use, une batterie, et donc durée de vie 7 à 8 ans. Et puis quand c'est usé, eh ben, on ne sait pas quoi en faire. Au niveau du recyclage, ça pose des problèmes importants. Autre problème, c'est que les capteurs photovoltaïques sont fabriqués à base de silicium, et ça c'est très polluant. Et puis alors, problème avec les capteurs, avec le photovoltaïque qui est identique à celui qu'on a avec l'éolien, c'est que s'il fait grand soleil, on va fabriquer beaucoup d'électricité, qu'on va balancer ça sur le réseau, mais c'est à midi, entre midi et 14 heures, qui fait le plus soleil. C'est une heure à laquelle les gens ne sont pas chez eux, donc ils ne consomment pas d'électricité autant que s'ils étaient chez eux. Donc il n'y a pas besoin de cette électricité-là. Et donc les lignes d'alimentation électrique au niveau du territoire ne sont pas calibrées pour encaisser ces surcharges de production électrique ponctuelles. Donc ça, c'est un problème dont pas grand monde parle, et pourtant c'est un vrai problème. On n'est pas sûr, en cas de très grand soleil, donc de production très importante de courant par effet photovoltaïque, que les lignes vont tenir le coup pour transporter ce courant, pour essayer de le stocker quelque part. Alors, à titre individuel, si vous envisagez du photovoltaïque sur votre toit de maison, vous êtes limité à 9 kW crête. Alors, une puissance de 1 kW crête, ça correspond à 1000 kWh par an. Et on a ça avec entre 8 et 10 mètres carrés de capteurs. Alors, pour obtenir cette puissance de manière régulière, il faut que les capteurs soient propres. C'est-à-dire, si on est une période où il y a grand soleil, anticyclone,
de la poussière à pas de peau. Ça ne fera pas les 9 kWh prévus, parce qu'il y a de la poussière qui atténue le rayonnement. Donc il faut prévoir de le nettoyer. Ah ouais, ça on n'y avait pas pensé. Et puis le capteur, ça s'use comme le reste. Et donc au fur et à mesure que le temps passe, l'efficacité du capteur diminue. On estime que la baisse est de l'ordre de 20%. Au bout de 20 ans, 20%, c'est quand même pas rien. Et puis ce rendement diminue avec la température, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et comme par hasard, quand il fait soleil, il fait chaud, sauf en hiver. Donc ça va à l'encontre du rendement de ce type d'installation. Et puis ça fabrique du courant continu, un capteur photovoltaïque. Donc ce courant continu, je le transforme en courant alternatif avec un onduleur. Un onduleur, c'est un appareil qui tombe en panne au bout de 8 à 10 ans. Ça, on ne vous le dit pas. On vous dit, oh, vous n'en faites pas, vous en avez pour 20 ans. Ah non, au bout de 10 ans maxi, parce qu'il va falloir changer l'onduleur. Ça vaut 2000 €. Ouais. Bon, donc il faut le savoir. Alors là, c'est un petit tableau qui n'est pas très très visible, donc je vais vous le commenter. C'est pour vous dire ce qu'on peut espérer à l'heure actuelle, dans l'état actuel de la législation. Si on a une installation sur le toit inférieure à 9 kW crête, c'est ce que je vous disais, on n'a pas le droit à plus en tant que particulier, on va pouvoir vendre son courant 15,79 centimes d'euros le kilowattheure. Si l'installation, c'est un capteur intégré à la toiture. Parce que si c'est non intégré, c'est revendu moins cher. Bon, donc c'est très codifié tout ça. On ne peut pas faire n'importe quoi. Alors voilà, une installation domestique, ça ressemble à ça. Donc on a un capteur sur le toit qui, sous l'action du rayonnement solaire, libère des électrons qui sont, alors c'est du courant continu, ça passe par un onduleur qui nous fabrique du courant alternatif. C'est un compteur qui nous permet de vendre à EDF en connaissance de cause. Le compteur a compté les kilowattheures. Et par ailleurs, moi, je rachète l'électricité que me livre EDF avec un autre compteur pour gagner de l'argent, puisque EDF me rachète mon courant plus cher que ce qu'il me le vend. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour le photovoltaïque? La puissance nominale, ne nous laissons pas abuser, c'est une puissance qu'on n'obtiendra jamais, en réalité, parce que c'est la puissance crête que l'on obtient par grand soleil à midi en été. Or, ce n'est pas toujours l'été, ce n'est pas toujours midi et il n'y a pas toujours grand soleil. Donc, on n'a jamais, en réalité, cette puissance-là. Donc, il faut se méfier de ce que racontent les publicités au niveau des performances. Bon, ceci étant, ça marche avec les contraintes et les limites que je vous ai évoquées. Alors, on a à l'heure actuelle en France la plus grande centrale photovoltaïque d'Europe qui a été construite ça fait 20 ans, ça va faire 20 ans au mois de novembre, 10 ans, pardon, en 2012, en Lorraine. Elle a une puissance nominale de 115 MW crête. Elle est constituée de 1 400 000 capteurs photovoltaïques. Vous imaginez 1 400 000. Ça fait, chaque capteur fait 1,20 m par 60 cm. Ça couvre une surface de 300 hectares. 300 hectares, donc c'est pas le toit de votre baraque. Hein. Ça a coûté 450 millions d'euros. Le rendement est de 15%. Ça fournit l'électricité quand il fait soleil, c'est-à-dire quand il ne fait pas nuit, à 55 000 personnes. Bon, c'est pas mal, mais pas tout le temps. Alors, là aussi, je vais faire la comparaison entre ce qu'on peut obtenir par le photovoltaïque, comme je l'ai fait tout à l'heure avec l'éolien, par rapport à un réacteur nucléaire. Eh bien, il faudrait, avec des capteurs photovoltaïques, une surface de capteur représentant 50 000 terrains de foot. Vous imaginez 50 000 terrains de foot recouverts de capteurs. Coût de l'opération 32 milliards, c'est-à-dire 10 fois le prix d'un réacteur nucléaire. Et pour tout ça, pour obtenir la même quantité d'électricité qu'avec un seul réacteur. Alors, une installation nucléaire,
électronucléaire, en général, ça regroupe plusieurs réacteurs, souvent 4. Et une telle installation, ça occupe une surface d'à peu près 350 terrains de foot. Donc vous imaginez donc la disproportion entre la surface nécessaire, entre l'installation nucléaire pour obtenir une certaine quantité d'électricité par rapport à la même quantité d'électricité produite par des capteurs photovoltaïques. Ça, c'est dû au fait que le rendement n'est pas bon. Alors, quand je discute avec certaines personnes, ils me disent « on s'en fout, le soleil est gratuit ». Oui, c'est vrai, le soleil est gratuit. On s'en fout, ça je ne suis pas sûr. Parce que s'il faut beaucoup de surface de capteurs pour obtenir une quantité raisonnable d'électricité, ça veut dire qu'il faut les avoir fabriqués. Donc il faut avoir dépensé de l'énergie pour fabriquer ces capteurs. Il faut avoir la surface disponible pour les installer. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc si le rendement était meilleur, ça serait mieux, quoi. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc le kilowattheure photovoltaïque, en l'état actuel des choses, est plus cher que le kilowattheure conventionnel. Ceci étant, il reste intéressant pour les pays qui sont en voie de développement et dans lesquels il n'y a pas d'infrastructure. Parce que là, si vous voulez, vous produisez le courant là où vous le consommez. Vous mettez les capteurs sur le hangar de votre installation agricole et ça vous fait l'électricité dans l'étable. Donc ça vaut le coup. Ça vous dispense d'avoir les lignes qui vont de la centrale à chez vous. Alors le problème auquel il faut penser, c'est que les gens en général disent « Ah ben oui, c'est formidable, j'ai gagné. Depuis que j'ai installé mes capteurs, j'ai gagné incroyable. » Non, pas forcément. Il faut prendre conscience que ce qui compte dans une installation, quelle qu'elle soit, c'est ce que j'appelle le bilan global. C'est-à-dire l'énergie que j'ai dépensée depuis la conception du système jusqu'à sa fin de vie, en passant évidemment par sa zone de fonctionnement. Il ne faut pas se limiter à la période de fonctionnement. Et on a dépensé de l'énergie pour le fabriquer et on en dépensera pour le recycler. Et là, il faut entre 4 et 5 ans de fonctionnement pour avoir économisé la même quantité d'énergie que celle qui a été dépensée pour fabriquer votre capteur. Donc ça veut dire qu'au bout de 4 ou 5 ans, bilan énergétique zéro. Et ce n'est qu'après qu'on a un bilan positif. Bon, donc ça, il faut le savoir. À l'heure actuelle, le photovoltaïque assure 1,3% de l'électricité mondiale. Et donc le problème, c'est le même problème que l'éolien, c'est-à-dire qu'on ne produit pas vraiment l'électricité là au moment où on en aurait besoin. Donc ça pose le problème du stockage. Les deux, le vent et le soleil, ça permet de faire du courant, mais de manière intermittente. Donc avec un facteur de charge de 20% pour l'éolien, 14% pour le photovoltaïque. Donc ça veut dire qu'on obtient beaucoup moins que ce qu'on croit, que ce qu'annonce la publicité. Bon, ça c'est la première chose. Alors voilà, ça c'est un exemple du facteur de charge en mars 2019 en France. Et bien voilà ce qu'on a obtenu par éolien. Donc vous voyez que c'est très inégal, hein. Il y a des moments où on obtient relativement bien, mais il y a d'autres moments où on n'obtient rien du tout. Là, il n'y a rien du tout, il ne faisait pas de vent. Donc c'est fatal, on n'y peut rien. Donc ça ne permet pas d'assurer la production égale à la consommation. Alors, les différents moyens de produire de l'énergie électrique, les voici. Alors ça, c'est à titre de comparaison. Facteur de charge, si je suis avec le nucléaire, c'est de l'ordre de 70%. Pourquoi 70% et pourquoi pas 100%? Ben, c'est parce que de temps en temps, il faut arrêter la centrale pour la recharger en uranium et puis pour en assurer la maintenance. Donc tout ça intégré, on obtient en moyenne 70% de la puissance annoncée. L'hydraulique, les barrages, c'est 23%, ben parce que les barrages, ils ne sont pas toujours en fonctionnement, on les utilise en appui. Mais l'éolien, donc, c'est 20%, le solaire, c'est 14%. Alors,
Pourtant, il faut absolument assurer le suivi de charge, ce qu'on appelle le suivi de charge, c'est-à-dire produire au moment où on en a besoin la quantité demandée. Alors, ça veut dire que, comme ce n'est pas possible avec l'éolien et le photovoltaïque, il faudrait trouver un moyen de stocker l'électricité qu'on a produite par ces deux méthodes-là alors qu'on n'en avait pas besoin. Mais ça pose aussi le problème de qu'est-ce que je fais quand il n'y a pas de vent ou quand il n'y a pas de courant, quand il fait nuit, et que pourtant j'ai besoin de courant. Eh bien oui, ça c'est le vrai problème. Or, on est tous d'accord que c'est impensable d'envisager que sous prétexte qu'il n'y a pas de vent ou qu'il y a des nuages qui passent dans le ciel, il n'y a pas la quantité d'électricité nécessaire pour assurer la vie au quotidien. Donc il faut absolument produire l'électricité à la demande. Donc ça nous amène à envisager le stockage des stockages. Stockage des stockages, comment on peut faire? Alors, une première méthode, c'est ce qu'on appelle les barrages réversibles, les STEP. Ça veut dire station de transfert d'énergie par pompage. Le principe, on pompe l'eau dans un réservoir en hauteur. Donc ça consomme de l'énergie pour faire fonctionner la pompe. Mais c'est au moment où il y a de l'électricité dont je ne sais pas quoi faire. Je peux utiliser cette électricité pour pomper l'eau. Et puis, quand il n'y a plus de vent ou quand il fait nuit, je peux faire redescendre l'eau du réservoir supérieur dans un réservoir inférieur, dans une canalisation forcée, pour actionner une turbine et faire du courant. Voilà, c'est ça le principe. Donc oui, ça marche. Je vous donnerai tout à l'heure des ordres de grandeur. Une autre solution à laquelle on pense et dont on parle pas mal en ce moment, c'est l'hydrogène. C'est-à-dire, j'ai du courant au moment où j'en ai pas besoin, eh bien plutôt que de mettre à la masse, parce que s'il y a du vent à l'heure actuelle, si une éolienne tourne et que j'ai pas besoin du courant, qu'est-ce qu'on fait? On la met à la masse. C'est-à-dire que le courant qui est fabriqué, il part dans la terre, donc il est perdu. Alors on pourrait s'en servir pour fabriquer de l'hydrogène, parce que l'hydrogène, c'est un combustible dont on parle pas mal, mais il ne faut pas oublier que l'hydrogène n'existe pas en tant que tel. L'hydrogène, il y en a beaucoup dans l'univers, et donc en particulier sur Terre, mais jamais tout seul. Jamais tout seul. L'hydrogène est toujours impliqué dans une molécule, par exemple l'eau. Alors si j'arrive à séparer H2O, ah ben oui, je vais pouvoir sortir de l'hydrogène de l'eau. Oui, mais pour ça, il faut de l'énergie. Ah ben oui, ben justement, j'en ai, donc je ne sais pas quoi faire. Donc effectivement, ça serait une solution. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette technique a un rendement de 20%. C'est-à-dire que je vais perdre 80% d'énergie pour faire la dissociation moléculaire. Ah oui. Bon, vous me direz, c'est pas grave, de toute façon, l'énergie, elle est produite à un moment où j'en ai pas besoin, donc plutôt que de la laisser perdre, je peux m'en servir pour faire ça. Oui, c'est vrai. Mais on ne va pas obtenir non plus des miracles. Et puis, autre solution, les batteries. J'obtiens du courant au moment où j'en ai pas besoin, ben, je charge les batteries, et puis après, je déchargerai les batteries pour utiliser le courant le moment venu. Bon, le problème, c'est que le rendement n'est pas terrible. On a des pertes quand même de l'ordre de 25%. Alors, vous me direz, c'est mieux que 20% de rendement, 75% c'est sûr, mais c'est très polluant une batterie, c'est-à-dire quand ça ne marche plus, je ne sais pas quoi en faire. Bon, alors donc, c'est pas si simple de fabriquer de l'électricité avec ces deux techniques-là, éolien et photovoltaïque, parce que je ne maîtrise pas la chose. Ça se produit quand ça veut bien. Et ce n'est pas forcément au moment où moi j'en aurais besoin. Et puis, c'est ce que je vous disais, je ne suis pas sûr que le surplus d'électricité qui est produit à un moment où j'en ai pas besoin soit supporté par le réseau. Bon, donc il faut y réfléchir. Alors, le réseau, parce qu'il a été conçu, le réseau, ça fait longtemps, hein, et puis il commence à vieillir, donc il faut le réviser, mais ça coûte une fortune. Hein. Et il faut donc le concevoir de telle manière qu'il encaisse les
les moments de pointe. Alors, à titre d'exemple, la réactivité d'une centrale nucléaire, c'est 30 MW à la minute. C'est-à-dire que je peux augmenter la puissance délivrée par un réacteur de 30 MW par minute. Bon, c'est moins bien qu'un barrage, hein, parce qu'un barrage, j'ouvre la vanne, c'est instantané. Mais avec les centrales à gaz, c'est un peu meilleur puisque j'obtiens 50 MW par minute. Ça, c'est ce que j'appelle les systèmes pilotables. Je peux produire quand je veux. Là, c'est les systèmes fatals, éoliens et photovoltaïques. C'est la nature qui décide. Donc, les énergies éoliennes et photovoltaïques ne seront compétitives que le jour où l'énergie va devenir très chère. Oh, ça va arriver. Ça, je peux m'engager. Ça va arriver. Parce qu'actuellement, ça coûte 6 à 10 fois plus cher que l'électricité produite par le nucléaire. Alors, bon, ça c'est de la science, c'est de la physique que je vous fais là. C'est pas des idées de principe. Fabriquer de l'électricité par ces moyens-là, c'est possible, mais ça coûte plus cher et on ne peut pas faire autrement. Donc voilà, c'est à prendre ou à laisser. On ne peut pas faire autrement. Les gens qui vous racontent que ça va coûter moins cher que l'électricité nucléaire, c'est des menteurs ou des incompétents. Des fois, c'est les deux à la fois. Ah voilà, à titre d'exemple, voilà, à puissance installée égale, la courbe du haut en bleu, c'est donc l'énergie électrique d'origine nucléaire. Voilà, et en fonction du temps, en fonction des journées. Là c'était des journées. Donc, ça veut dire qu'on arrive à une production assez stabilisée et qu'on maîtrise. C'est un système pilotable. En vert, c'est la même chose qu'on obtient avec l'éolien. Alors là, je ne maîtrise rien du tout. Il y a du vent, il n'y en a pas, ce n'est pas moi qui décide. Et donc, vous voyez qu'il y a des moments où il y a beaucoup de vent, donc ça fait beaucoup de courant, mais il y a des moments où il y en a très peu, et il faut faire avec. Et puis en rouge, c'est ce qui se passe avec le solaire. C'est sur les mêmes périodes, hein, c'est les mêmes jours. Hein. Alors, vous voyez qu'on voit très très nettement que très régulièrement, il y a zéro, parce que c'est la nuit, d'accord? Et puis, il y a des fois où ça ne produit pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de soleil, pourtant c'était le jour. Et puis, il y a d'autres fois où le ciel était très clair, donc il n'y avait pas de nuages, donc il y a beaucoup de soleil. Mais bon, donc on voit bien que les systèmes éoliens ou photovoltaïques eh ben, ne me permettent pas de produire ce que je veux quand je le veux. Donc, on ne sait pas stocker l'électricité. Aujourd'hui, on ne sait pas stocker l'électricité de manière efficace. Alors, je vous donne un exemple. Je vais vous donner deux exemples. Imaginons que je veuille stocker 2 jours de consommation électrique par la technologie des piles lithium-ion, qui est la technologie utilisée dans les voitures Tesla. Donc, si je veux faire en sorte que pendant 2 jours, j'obtiens l'électricité nécessaire au niveau national pour 2 jours, uniquement avec des piles. Eh bien, il me faudrait 12 millions de tonnes de batteries pour pouvoir faire ça, qui utiliserait 360 000 tonnes de lithium. Alors, quand on sait que la production mondiale annuelle de lithium est de 40 000 tonnes, on voit tout de suite la difficulté du problème. Bon, donc ça veut dire que c'est impossible. Il est impossible d'envisager le stockage sous forme d'accumulateurs, lithium-ion, de 2 jours de consommation électrique en France. Alors un autre exemple. Imaginons que je veuille parer l'éventualité d'un jour d'hiver en France où tous les moyens de production électrique sont en carafe. Donc, quel est le moyen de stockage qui me permettrait de sauver la mise? Le STEP, le stockage dans un réservoir supérieur d'une certaine quantité d'eau que je vais faire dégringoler. Alors voilà ce qu'il me faudrait comme installation.
il me faudrait un barrage. Donc le principe, c'est la citerne supérieure, je la mets au-dessus de la citerne inférieure, c'est la mer. C'est pratique parce que l'eau, elle est déjà là et c'est pas moi qui la mets. Donc il faudrait un dénivelé de 100 mètres. 100 mètres. Donc déjà, il faut trouver un endroit sur la côte où il y a un dénivelé de 100 mètres entre le haut de la falaise et le niveau de la mer pour y mettre la piscine en haut. Cette piscine, elle devrait avoir 10 mètres de profondeur. Elle devrait avoir 100 mètres de large et elle devrait avoir 4000 km de long pour qu'elle contienne la quantité d'eau nécessaire à la production quand je vais vider la piscine pour obtenir la quantité d'électricité correspondant à un jour de consommation en France en hiver. Donc vous avez compris que ce n'est pas possible. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, vous prenez un exemple complètement stupide. Oui, c'est vrai, c'est fait exprès. Mais imaginons qu'au lieu d'une piscine, ils en mettent 1000. 1000, c'est beaucoup quand même déjà. Eh bien oui, il me faudra 1000 piscines avec un dénivelé de 100 mètres, 10 mètres de large, 100 mètres de profondeur, 10 mètres de profondeur, pardon, 100 mètres de large et 4 km de long. Ah ouais, quand même. Donc vous avez compris que ce principe de stockage pour obtenir de l'électricité quand je veux a ses limites et je ne peux pas faire n'importe quoi. Alors quand on sait qu'en France on consomme 10 TWh d'électricité par semaine, eh ben, on prend conscience de l'énormité du problème, à savoir que c'est impossible dans l'état actuel des technologies, et puis on n'est pas prêt de trouver la solution, à mon avis, de pouvoir stocker par un moyen quelconque l'énergie électrique sous une forme autre que des batteries qui permettrait d'assurer le fonctionnement de la France pendant une semaine. Eh bien oui, et ça c'est pas de la politique, c'est de la physique, j'y peux rien. Parce que stocker de l'énergie, à l'heure actuelle, le meilleur stockage d'énergie, c'est l'essence. Parce que pour obtenir 1 kWh d'énergie, sous une forme ou sous une autre, donc sous la forme de la motricité pour une voiture, il suffit de 70 grammes d'essence. 70 grammes d'essence. Alors que si c'est avec des batteries, il me faut 25 kg de batterie. C'est simple. Il n'y a pas photo. L'essence, à l'heure actuelle, c'est un super concentré d'énergie. Et on ne sait pas faire mieux. Et en plus, c'est très très pratique. C'est liquide, donc c'est facile à transporter. Bon, donc voilà le problème. Alors, compte tenu de ces informations-là, essayons de voir les gens qui parlent de réduire l'électronucléaire de 50%. Pourquoi pas? De toute façon, il va falloir y arriver un jour ou l'autre. Hein. Alors 50%, ça ne veut pas dire qu'on ferme une centrale sur deux. Ça ne veut pas du tout dire ça. Hein, parce que les centrales, elles sont réparties pas n'importe comment au niveau du territoire. Et on ne peut pas avoir n'importe quelle distance entre un point de production et un point de consommation. Bon, ça c'est un premier point. Alors à l'heure actuelle, le parc électronucléaire français total assure 63 gigawatts de puissance. Avec un facteur de charge de 70%, ça fait en réalité 44 gigawatts d'obtenus. Donc j'obtiens 44 gigawatts d'énergie électrique en réalité par les réacteurs nucléaires. Si je veux en fermer la moitié, il faut que je puisse assurer la moitié de ces 44, c'est-à-dire 22, par un autre moyen. Oui. Donc 22 gigawatts, je vous propose de les fabriquer pour moitié par l'éolien et par le photovoltaïque, c'est-à-dire 11 gigawatts chacun. 11 gigawatts éolien, 11 gigawatts photovoltaïque. 11 gigawatts éolien, ça veut dire une éolienne, je prends une éolienne standard du moment, 2 mégawatts, facteur de charge 20%. Combien il en faut pour obtenir 11 000 mégawatts, 11 gigawatts? Eh bien, il en faut 27 500. Ah ouais.
Donc si je veux réduire le parc électronucléaire français de moitié et assurer la compensation par l'éolien à hauteur de 50% et par le photovoltaïque à hauteur de 50%, il me faut 27 500 éoliennes. Et j'aurai un courant 3 fois plus cher que le courant obtenu par les centrales nucléaires. Et puis alors, il me reste 11 gigawatts à faire par le photovoltaïque. Le photovoltaïque, il y avait un problème? Non, c'est bon? D'accord. Les autres 11 gigawatts, je les fais par du photovoltaïque. Alors, je vais essayer de voir combien d'installations identiques à celles qu'on a construites en Lorraine, là, et qui assurent 115 mégawatts de production. Combien il faudrait d'installations comme celle-ci pour avoir les 11 000 mégawatts, sachant que le facteur de charge du photovoltaïque, c'est 14. Eh bien, il faudrait 683 installations comparables à celle qui a été construite il y a 10 ans en Lorraine. Ça veut dire qu'il me faudrait 2000 km² de capteurs. Ça veut dire la surface de la Guadeloupe, mesdames, messieurs. Il me faudrait la surface de la Guadeloupe recouverte de capteurs pour que ces capteurs me donnent autant d'électricité que les 11 000 mégawatts qui par ailleurs seraient obtenus par plus de 23 000 éoliennes. Et là, le courant serait 10 fois plus cher que le courant obtenu par le nucléaire. Bon, donc voilà, ça veut dire que ça, c'est de la physique, j'y peux rien, c'est comme ça. Donc ça veut dire que l'intermittence de ces deux systèmes, éolien et photovoltaïque, eh ben, fait que ces deux systèmes de production ne sont pas compétitifs à l'heure actuelle dans les pays développés. Hein, vous avez vu, c'est 10 fois plus cher, 6 fois plus cher, et ça ne marche pas tout le temps. Le stockage de l'électricité, qui est obligatoire avec ces moyens de production, pour le moment, c'est un verrou technologique, on n'a pas trouvé la réponse. Par contre, le solaire peut être utilisé de manière intelligente et efficace dans les pays à fort ensoleillement où il n'existe pas d'infrastructure. Donc, pour conclure, l'éolien et le photovoltaïque sont deux technologies qui sont incontournables dans le mix énergétique qu'il va falloir envisager pour obtenir l'énergie électrique dont on a besoin, mais ce sont deux technologies insuffisantes. Le tout énergie renouvelable, ENR, ça veut dire énergie renouvelable, est impossible. Je vous le dis parce qu'il y a des gens qui disent que c'est possible. Moi, je vous dis c'est impossible. Alors, vous pouvez contester, mais il faudra le prouver que c'est possible. C'est impossible d'envisager la production d'électricité et d'énergie au sens large uniquement avec des énergies renouvelables. Les limites, elles sont physiques, elles ne sont pas politiques, elles sont physiques. Donc, il est impératif de disposer de systèmes pilotables, puisque les systèmes fatals m'échappent au niveau de leur gestion. Et donc, c'est incontournable de prévoir, en plus de l'éolien et du photovoltaïque, des systèmes de production plus traditionnels, pilotables. Alors, il y en a un qui est renouvelable, c'est l'hydraulique. Ouais, mais bon, ça ne fait pas tout, l'hydraulique. Et sinon, sinon, il reste quoi? Et donc, ça veut dire que c'est pas si simple que ça. Donc, il faut s'attendre à un profond bouleversement. Il va falloir essayer de consommer moins parce qu'on ne va pas y arriver. L'énergie va devenir coûteuse. Alors ça, je ne prends aucun risque en disant ça. Et pour votre information, je ne sais pas si vous le savez, donc si vous ne le savez pas, je vous le dis, les compteurs Linky permettent aux distributeurs de savoir si vous avez branché votre machine à laver. Parce que maintenant, les machines à laver vont être équipées d'un système qui permettra de savoir qu'elles fonctionnent. Ce qui veut dire qu'on en est arrivé au point où, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir fournir l'électricité demandée par les utilisateurs, on va imposer aux utilisateurs des moments d'utilisation de l'électricité. Ça se pratique régulièrement dans certains pays. Vous allez en Thaïlande, par exemple, là-bas, et vous avez l'électricité pendant 2 heures.
de 14 heures à 16 heures dans un quartier, puis après il n'y en a plus parce que ça passe au quartier suivant. Et là, le compteur Linky permet de dire, ah, mais M. Tartampion, là, il regarde la télé, il a allumé son four pour faire cuire son poulet, et il a mis en route sa lessive. Ça ne va pas du tout. Il n'y a pas l'énergie nécessaire pour assurer le fonctionnement de tout ça. On débranche son lave-linge. On débranche son lave-linge à distance. Voilà. C'est le système qu'on a trouvé pour résoudre le problème pour le moment. Et donc, il ne faut pas rêver. La politique de consommer toujours plus est une aberration. C'est pas possible dans la mesure où l'énergie est en quantité finie au niveau de la Terre. Alors, les gens qui lucubrent, moi j'ai encore écouté il n'y a pas longtemps, il y a un fou là qui a du pognon, qui ne sait pas quoi en faire, qui a prévu que on allait aller sur Mars parce qu'on trouverait la hausse qu'il n'y aura plus sur Terre. Alors déjà, moi je ne verrai pas ce truc-là, ça c'est sûr. Vous non plus, parce que je peux vous dire que c'est impossible d'aller sur Mars tout de suite. On n'ira pas. Et puis on n'est pas prêt d'y aller. Pourquoi? Parce qu'il faut 6 mois pour y aller. Déjà, il ne faut pas y aller n'importe quand, parce qu'il faut que les deux planètes, Terre et Mars, soient pas trop loin l'une de l'autre, sinon ça met un temps infini. Donc il faut 6 mois pour y aller dans le meilleur des cas, et puis 6 mois pour revenir, ça fait 1 an. Et pendant ces 2 fois 6 mois, on a pris la dose de rayonnement cosmique mortel. Ah ouais? Ah, vous êtes content, vous êtes revenu dans un cercueil, dites donc. Donc c'est vachement intéressant, hein? Donc c'est pas possible. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et donc l'humanité doit prendre conscience qu'on est dans un monde fini, avec des ressources finies. Et on peut dire ce qu'on veut, on peut dire toutes les bêtises qu'on veut. Donc les discours peuvent violer les lois physiques. Mais comme l'a dit Richard Feynman, qui est un physicien américain qui a eu le prix Nobel en 1965, la nature ne peut être dupée. Hein, il fait nuit régulièrement et ça, vous n'y pouvez rien. Il y a du vent ou il n'y en a pas et ça, vous n'y pouvez rien. Et donc, il va falloir réfléchir à ne pas consommer le monde, mais à l'habiter autrement. Ça sera la conclusion de mon propos. Ce n'est pas de moi, c'est de Jean-François Colosimo. Et donc voilà, aujourd'hui, on a 20% de la population mondiale qui consomme 60% de l'énergie disponible. C'est l'état actuel de la situation. Ça pose problème. J'ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition si vous souhaitez des précisions ou si vous avez des questions. J'ai fait exprès de vous laisser mon mail parce que si certains d'entre vous veulent des précisions, ils peuvent m'envoyer un mail, je répondrai, soyez-en assurés, à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, simplement vous faites-moi savoir qui vous êtes, parce que si je reçois un mail de Jean-Pierre Duchenoc, comme si je ne sais pas qui c'est, je ne répondrai pas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Là, vous dormiez. Et donc, forcément, vous n'avez pas de questions, puisque vous vous réveillez brutalement et le cauchemar est terminé. Et donc, on n'a pas de questions à poser. J'espère que vous avez appris des choses. Oui? Mon propos vous a apporté des informations. C'était le but, hein, de donner des informations qu'on ne voit pas partout, qui contredisent des informations qu'on voit, des fois dans des revues dites scientifiques. Moi, j'ai vu des choses énormes quand même dans certaines revues dites scientifiques. Donc, il faut vraiment vous méfier de ce que vous lisez, quelle est la source de votre information, et en particulier Internet. On trouve vraiment n'importe quoi. Hein. Donc, j'ai essayé de vous donner des informations vraies, physiques, et donc que ça va vous permettre de prendre conscience des vrais problèmes qui se posent. Donc, on peut faire de l'électricité avec le vent et le soleil, mais pas n'importe comment. Voilà. Et pas aussi facilement que ce qu'on souhaiterait ou que ce que certains veulent bien dire.
Bon, ben écoutez, je vous remercie de votre attention. Et donc, ben, vous êtes libéré.